Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Et si on allait au théâtre ce soir? Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Justine Vultaggio. Justine est chanteuse lyrique, comédienne et fait aussi de la mise en scène. Elle a notamment signé la mise en scène de L'Affaire de la rue de l'Oursine, que vous avez peut-être vu au Lucernaire à Paris ou au Festival d'Avignon. Dans cette interview, Justine m'a raconté son parcours, m'a expliqué pourquoi et comment elle a décidé de monter ce grand classique de la biche, et m'a aussi parlé de la manière dont elle se prépare à monter sur scène, et notamment lorsqu'il s'agit de chant lyrique. Bref, j'ai passé un très bon moment en compagnie de Justine, et j'espère que ça sera le cas aussi pour vous en écoutant cet épisode. Alors, bonne écoute! Salut Justine! Bonjour! Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Alors Justine, tu es comédienne, chanteuse lyrique et tu es aussi de la mise en scène. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, oui, donc je vais commencer du moins par les tout débuts. Du coup, j'ai commencé par le chant lyrique, plus particulièrement le piano en fait, à l'âge de 8 ans, à Nice, puisque je suis originaire de Nice. Je ne viens pas du tout d'une famille ni d'artistes, ni de musiciens, ni quoi que ce soit, mais en revanche j'avais un papa très mélomane, qui écoutait beaucoup de musique classique dans la voiture, un peu partout, etc. Donc j'ai été assez bercée par ça. Et très jeune, en fait, j'ai voulu faire un instrument. Donc ça n'a pas du tout été une activité extrascolaire qu'on m'a imposée. C'est une demande que j'avais fait quand j'étais plus jeune, de vouloir jouer d'un instrument. Donc on m'a mis au piano. J'ai commencé dans une petite école avec une dame qui s'appelait Madame Berti. Je la cite parce que c'est un peu il y a des gens comme ça qui marquent les grandes étapes. Et cette dame, en fait, a été un peu une espèce de grand-mère et de personne comme ça qui m'a un peu ouvert la voie, et au piano, mais surtout du coup au chant et au chant lyrique, puisque c'était la pianiste de Charles Trenet. Et à la fin de chaque morceau de piano, elle me faisait toujours chanter des mélodies très simples qui s'appellent les vacailles, qui est une espèce de livret que les chanteurs connaissent tous. Et donc tout de suite, en fait, on s'est aperçu que déjà j'aimais beaucoup ça. Enfin, moi ça je le savais, parce qu'apparemment c'est mes parents qui me disent, mais je chantais à peu près H24. Mais qu'en plus de ça, très jeune, j'avais une voix un peu déjà assez affirmée, avec un vibrato, une voix plutôt lyrique déjà, formée très jeune. Donc sur les conseils de cette dame, mes parents m'ont inscrit dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Nice, qui était une sorte de maîtrise en fait pour jeunes chanteurs. Et donc en fait j'ai intégré les chœurs d'enfants de l'Opéra de Nice de mes 8 ans à mes 12 ans. Okay. Et là ça a été un peu la révélation. C'est même pas un peu, c'était vraiment une espèce de révélation. Je crois que j'ai dit à ma mère à 10 ans, la scène c'est ma vie. Donc ça va. Oui, c'est tout. C'était fait, comme ça c'était dit. Et ça c'est quelque chose que ma mère me redit souvent dans les moments de doute et d'incertitude, etc., etc. Elle me dit, Justine, rappelle-toi ce que tu m'as dit quand tu avais 10 ans. Voilà, avec un aplomb. Donc j'ai fait les chœurs d'enfants de l'Opéra de Nice, et ça aussi ça a été quelque chose d'extrêmement formateur, et que je conseille d'ailleurs à tous les jeunes parents ou les parents, j'en sais rien, mais c'est une école de la vie en fait. On est avec des gens de notre âge, on est dans un cadre très professionnel, et à la fois on fait de la musique, on nous apprend l'exigence, le travail, et puis après on récolte un peu ce qu'on a semé en étant sur scène et en travaillant avec des artistes qui sont tous plus talentueux que les uns que les autres. Donc moi ça a été vraiment une période incroyable. Tu faisais ça en plus de l'école? Oui. Je faisais ça un peu plus de l'école, je ne m'embêtais pas. et mon papa, d'ailleurs, il faut que je lui tire mon chapeau, parce que c'était mon taxi privé, parce que tous les week-ends on allait répéter
À la Diacosmie aussi, ça. À Nice, c'est un énorme entrepôt où il y avait donc les salles de répétition, les costumiers de l'opéra, les décorateurs, etc. Nous, on passait nos week-ends là-bas, les mercredis. Voilà. C'était juste génial. Donc oui, c'était extrascolaire. Et puis du coup, donc j'avais fait plein de petits rôles solo aussi, tout ça. Donc j'ai commencé un peu. Ouais, déjà parce que justement j'avais un peu déjà cette voix formée et puis que j'étais déjà très passionnée, que j'aimais beaucoup ça et que je pense que mon chef de chœur de l'époque, voilà, voyait que j'étais déjà très investie. Enfin, c'était loin d'être une corvée, donc voilà, donc j'ai pu faire ce genre de petits rôles solo. Et fort de ça, moi on a tenté le conservatoire de Nice, parce que mes parents m'ont inscrit aussi, et je suis rentrée en chant lyrique soliste à 12 ans. Et du coup, en parallèle de mes études, alors après j'ai fait 2 ans au collège en musique-études, donc j'avais les cours classiques, et puis j'étais au conservatoire 4 après-midi dans la semaine. Donc j'ai une formation de chant lyrique de mes 12 ans à mes 18 ans au conservatoire de Nice. Et puis mon bac, je suis repassée sur un bac général parce que quand même fallait quand même avoir un bac général au cas où, même si mes parents savaient très bien qu'il n'y aurait pas de cas où, mais voilà. Et donc ensuite je suis montée à Paris, j'ai quitté Nice à mes 19 ans et j'ai intégré le conservatoire de musique de Paris, rue de Madrid, donc le principal, au département supérieur pour jeunes chanteurs / le jeune chœur de Paris, on appelle ça, mais c'est une formation vraiment soliste. Et là j'ai eu une formation, c'est je pense une des meilleures formations pour les jeunes chanteurs en France dans cette tranche d'âge entre les 18 et les 24-25 ans. Après il y a le CNSM de Paris, le conservatoire supérieur. Mais cette formation-là, c'est vraiment une formation extrêmement poussée, et puis donc c'est sur concours aussi, et donc on avait, je sais plus, à peu près 25 heures de cours par semaine ou même un peu plus pour former vraiment en gros les jeunes chanteurs lyriques solistes de demain, quoi. C'est vraiment donc on avait des cours de danse, on avait des cours de danse africaine, des cours de yoga, des cours de langue, d'allemand, d'italien, etc. Donc c'était très 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 complet. Des cours de théâtre aussi, des cours de mime, et puis des cours évidemment spécialisés dans la musique. Après, je suis partie au Canada parce que je voulais pas faire le conservatoire supérieur. Et donc du coup voilà, je suis partie à Montréal à la Schulich School of Music de McGill, qui appartient à l'université McGill, où j'ai passé une licence aussi d'interprète, voilà, en chant lyrique. Voilà, et ensuite je suis revenue à Paris parce que j'en avais marre de mettre des doudounes pendant 6 mois. Je comprends. et que le Québec, c'est formidable pour l'enseignement, mais après, tous les chanteurs québécois viennent en Europe pour travailler. D'accord. En fait, il n'y a pas de travail là-bas, donc voilà. Ça, c'est une parenthèse. Et je suis revenue donc à Paris. Là, j'ai intégré dans un premier temps un atelier. Enfin, je suis revenue au conservatoire. J'ai repassé un diplôme encore de concertiste. Voilà, j'en ai passé. Et ensuite, j'ai intégré une formation qui s'appelle Opéra Foco, qui est un atelier lyrique pour jeunes chanteurs, qui est dirigé par un chef d'orchestre qui s'appelle David Stern, qui est le fils d'Isaac Stern, le violoniste, avec lequel j'ai commencé du coup à travailler en tant que professionnelle, mais donc en tant que chanteuse lyrique. Et donc j'ai commencé à avoir le Graal, l'intermittence du spectacle. Ah, direct à la fin de tes études finalement? Oui, direct, ça a mis 1 an quand même. J'ai fait des petits boulots à côté comme tout le monde, voilà, évidemment. Mais oui, donc j'ai eu l'intermittence d'abord grâce à des productions en tant que chanteuse lyrique. Voilà, donc j'en ai pas fait 150 000 non plus, mais j'en ai fait 4-5 à Paris, puis j'en avais fait avant aussi. Et voilà, donc ça, je suis restée à peu près 2 ans dans cette structure, on va dire, qui est vraiment super aussi. J'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce qu'ils font parce que c'est un travail de grande qualité. Il y a des chanteurs, des jeunes chanteurs, mais qui sortent tous des grands conservatoires, etc. Donc c'est super. Et ensuite, au bout de tout ce palmarès enfin palmarès pas vraiment, mais de toutes ces longues années de spécialisation dans le chant lyrique, je me suis dit, en fait, j'adore ça, mais pas que. Et ça faisait un moment que je me disais que
il y avait quelque chose dans, comment dire, mon approche aussi de la scène et de mon vécu sur scène qui je me sentais pas totalement non plus épanouie dans les productions d'opéra pur. Oui. Parce que j'avais aussi quelque chose où la technique du chant lyrique vocal est tellement exigeante et tellement comment dire, présente en fait dans l'art du chant lyrique que je trouvais qu'elle interférait trop parfois dans l'interprétation. Et j'ai eu beaucoup de moments où je me suis sentie un peu entravée dans mon interprétation, on va dire, et dans la liberté que je pouvais avoir d'être sur scène et de jouer des rôles, parce que il y avait la technique il y avait le chant et l'instrument à gérer en même temps. Et du coup, j'arrivais pas à pleinement jouir en fait de ce que je faisais sur scène. Et des rôles que j'interprétais parce que j'étais toujours un peu dans cet entre-deux où il y avait la musique, il y avait la voix à gérer et j'arrivais pas à être totalement libre dans ce que je proposais. Et donc du coup je me suis dit mais en fait peut-être que tout ce parcours-là finalement a été... j'ai pas fait tout ça pour rien, ça m'a pris quelques temps quand même, enfin, c'est une espèce de petit deuil à faire quand on passe autant d'années avec autant de rigueur dans des conservatoires, des concours, des récitals, etc. C'est un chemin qui est un peu... un constat qui n'est pas toujours facile à accepter. Et j'ai eu la chance aussi quand même de... Enfin, ça c'est... on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont tellement atypiques que si on n'a pas non plus une famille derrière qui est présente et intelligente et empathique et compréhensive... c'est très compliqué, c'est pas facile. C'est très dur. Donc moi j'ai eu la chance aussi d'avoir ma famille qui m'a toujours fait une confiance mais absolue dans mes choix, même trop parfois. Donc voilà, donc en fait tout ce chemin et puis toutes ces interrogations, ces ressentis, ça a mis du temps à éclore. Et puis après je me suis dit en fait moi ce que j'aime avant tout en fait c'est juste être sur scène, interpréter et surtout pas être moi, c'est-à-dire le format récital, Justine qui chante, ça c'est... non, je le vis pas bien. Et donc... théâtre. Donc je me suis dit, c'est le théâtre. Et par ailleurs, j'en faisais aussi quand j'étais petite, donc j'en lisais aussi. Donc je me suis dit, ça vaut peut-être le coup que je m'y remette et que je fasse une vraie formation pour le coup, parce que même si j'ai fait de la scène toute ma vie... en fait, le théâtre, c'est aussi une autre forme de technique. Et d'ailleurs, je suis arrivée avec mes plus et mes moins, quoi, mes qualités, mes défauts. Donc, au début, quand je jouais sur scène du théâtre pur, j'avais un peu une voix même placée, un peu en voix de tête, un peu une voix de chanteuse qui joue. Donc voilà, c'était un peu étrange. Donc, j'ai appris à apprendre un nouveau métier. C'est pas totalement... Voilà, on n'est pas, évidemment... je suis pas serrurière, mais... voilà, donc j'ai fait, du coup, je me suis reformée à ce nouvel art, on va dire, via l'école du foyer. Oui. Et je suis restée à peu près 2 ans en formation professionnelle dans cette école, avec des intervenants d'une grande qualité, Béatrice Agelin qui donne des cours, Maxime Daboville, Pierre Forest, Delphine Depardieu avec qui j'ai joué par la suite, tout ça. Donc ça c'est vraiment, ça a été une formation géniale, mais vraiment je les cite tous parce que je dois en oublier, je m'excuse, mais c'est une des écoles privées, du coup on n'est pas sur une école nationale, mais avec des intervenants qui font le métier et qui sont dedans, quoi. C'est pas des comédiens qui sont en fin de carrière, ou non pas qu'ils n'ont rien à apporter, hein, évidemment que non, mais je veux dire c'est des gens qui sont dans la réalité du métier et qui ont déjà, en plus de ça, qui ont eu des carrières magnifiques et puis qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc c'est vraiment une formation d'une très 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 grande qualité. Je connais pas les autres, mais en tout cas moi j'étais très épanouie dans cette formation. Et voilà. Pas mal comme parcours. En gros ça c'est la formation pour en arriver là. Pour en arriver là, voilà. Là, je ne sais pas trop où ça me situe cela, mais en tout cas, et ben justement, devant ton micro. Quelle est la part de chant versus théâtre aujourd'hui dans ta carrière et est-ce que tu arrives à lier les deux ?
Alors maintenant, la vapeur c'est totalement inversé puisque je vais dire que là c'est vraiment 80% de théâtre et 20% de chant. Ok, carrément. Ouais. Moi je fais pas les choses à moitié. Oui, là où il y a encore 2 ans, c'était plutôt kiff quoi. Donc là cette année c'est vraiment, j'ai vraiment mis voilà toute mon énergie dans les projets de théâtre. Cette année, j'ai chanté juste, là je reviens de mon festival de musique alors, pour lequel je collabore artistiquement. C'est pas moi qui l'ai fondé, c'était un de mes meilleurs amis qui s'appelle Rémi Mathieu, qui est un ancien, enfin un ténor d'ailleurs, qui chante encore, et Nicolas Cousin. Ça s'appelle l'Aise Harmonie. D'accord. Ça se passe dans le sud de la France, à Aise, le village d'Aise, donc entre Nice et Monaco. Donc là, c'était la 2e édition. Et là, moi, en fait, je m'occupe de la direction artistique, de la partie opéra. D'accord. On a un programme qu'on fait tous les ans, donc là, c'est la 2e édition, mais qu'on fera l'année prochaine, qui s'appelle Opéra éclaté. Donc, on invite en fait des chanteurs professionnels, donc ça varie selon les années. Et puis, l'idée, c'est vraiment de construire un programme sur un compositeur. Donc l'an dernier c'était Mozart, là cette année on a fait Offenbach, et puis c'est de monter ce programme-là en extérieur et en déambulatoire. Donc on amène le public dans plusieurs scènes du village. Donc le village d'Aise, et pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de village haut perché avec juste un décor naturel. Il y a plein de scènes naturelles. Donc en gros on se balade dans le village et on voit toutes les possibilités qu'on peut faire. Donc voilà. Et ça, donc là moi j'en reviens, j'ai chanté aux côtés de super chanteurs, Perrine Madoff qui est une super grande soprano, j'étais ravie de chanter avec elle, un peu timide au début, mais bon, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc ça c'était ma dernière occasion de chanter, en tout cas juste chant lyrique et voilà. Et autrement, dans la pièce que j'ai mis en scène il y a 2 ans, l'affaire de la rue de l'Oursine, que tu connais du coup. Oui. Et ben on a aussi. Voilà, donc on a incorporé aussi de base il y a déjà des couplets chantés dans la pièce, mais on en a rajouté, on s'est fait plaisir, et là je me fais plaisir aussi à chanter. Tant qu'à faire. Puisque voilà. Tu fais la mise en scène, mais ça on en parlera juste après. Voilà. Et si je reste encore un peu sur la partie chant lyrique, comment est-ce que tu te prépares à monter sur scène quand tu vas chanter, justement, parce que c'est une préparation différente que j'imagine que quand tu joues. Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices vocaux? Comment ça se passe? Oui, alors pour le chant lyrique, alors déjà je fais du yoga beaucoup. Ah, ça aide? Ah oui. Ouais, Alors après, te dire exactement l'avant-après, je pourrais pas te quantifier ça, mais... T'as pas fait une étude poussée? Non, je suis très déçue. Je suis navrée, je suis pas allée aussi loin. Mais non, le yoga, et d'ailleurs même pour les comédiens, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une discipline qui est juste géniale, parce qu'on va travailler sur tout l'appareil respiratoire, sur l'ouverture des côtes, etc. Donc ça fait un bien fou. Donc ça, c'est yoga à fond. Et puis oui, après je me chauffe vocalement, j'ai plein d'exercices de vocalise, etc., où je vais essayer de placer la voix, ce qu'on appelle dans les résonateurs. Je vais pas faire les mêmes exercices quand je chante et quand je parle, parce que la voix est pas placée au même endroit. Donc d'ailleurs si je jouais en voix de tête, je pense que les gens partiraient. Ça serait un peu long. Ça serait juste insupportable. Donc oui, il y a tout un protocole. Évidemment, on sort pas la veille, on dort bien. Oui, et puis c'est environ entre 30 et 40 minutes à peu près avant de chauffe vocale et physique. Avant un concert ou quoi que ce soit. Donc, mais ça, cette espèce de rigueur que j'ai eue pour le chant lyrique et que je continue à avoir, je le fais aussi encore avant de rentrer sur scène dans le théâtre. Sauf que c'est juste, j'adapte un peu les exercices vocaux, mais je garde cette espèce de discipline. Je sais pas, il y a une espèce de truc un peu qui me rassure aussi. Une petite routine. Une routine, qui permet de mettre à l'aise, de chauffer le corps. Et puis voilà, enfin après c'est normal, c'est aussi un instrument, même si on est sur une voix parlée. Et donc tu fais aussi de la mise en scène. Oui. Et donc comment c'est arrivé ça? Et alors, et pourquoi? Quelle idée. Et ben écoute, la mise en scène, ça, je peux pas dire que ça remonte à ma plus tendre enfance non plus. J'ai toujours bien aimé, alors pas écrire des histoires, mais si
oui, écrire des histoires, les mettre en scène, etc. Quand on faisait d'ailleurs des petits récitals de chant lyrique avec mes copines, souvent je faisais le troisième œil pour imaginer un peu c'était plus de la mise en espace que de la mise en scène, parce que voilà, on n'avait pas de décor et tout, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, même écrire, par exemple. Je me rappelle à 13 ans, j'avais fait la mise en scène de la cantatrice chauve de Ionesco. Je suis retombée sur des dessins de décors. Donc, bon, mais c'était un peu ponctuel. C'est pas quelque chose non plus que j'ai eu depuis ma plus tendre enfance. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert en fait avec la première mise en scène que j'ai fait. Mais j'ai fait de l'assistant à la mise en scène avant à l'opéra quand même. Ok. Sur 3 opéras, une opérette, La Veuve Joyeuse, et puis L'Heure espagnole aussi au Canada, et puis Les Noces de Figaro. Donc ça, j'avais assisté à la mise en scène. J'avais beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris aussi là-dessus. Et en fait, la mise en scène, là, ça s'est un peu imposé dans le sens où avec Oscar, avec qui j'ai cofondé ma compagnie là maintenant il y a 4 ans, on avait envie de jouer ensemble et de monter une pièce. Et on a choisi la pièce ensemble suite au Chapeau de paille d'Italie, cette pièce qu'on avait vue à Avignon il y a 4 ans. On avait adoré le style, comment ça avait été monté, etc. Et puis on s'était dit, bah tiens, on a qu'à lire un peu de la biche, c'est quelque chose on s'est bien vu dans le style. On s'est dit, en fait, vu que c'est une première création, il faut qu'on prenne du plaisir à monter ça. Faut que ce soit un répertoire pétillant, vif, qui nous parle, qui nous fasse marrer surtout. Et donc, du coup, on a lu plein de pièces. Et L'Affaire de la rue de l'Oursine, c'est la pièce qu'on a choisie ensemble. C'est vraiment un projet qu'on a porté tous les deux. Et du coup, je lui dis à Oscar, je lui dis, bon, alors on monte ça ensemble, mais moi je fais. Toi, tu fais le premier rôle, mais moi, je fais la mise en scène. Il m'a dit d'accord. Et parce que ça me plaisait, évidemment. Et puis, l'exercice, voilà, me plaisait. Donc, en fait, c'est un peu parti comme ça. Et j'ai beaucoup aimé l'exercice. En fait, j'ai énormément appris au fur et à mesure des répétitions, comment dire, oui, en dirigeant un peu les comédiens, en cherchant avec eux. J'avais beaucoup travaillé en amont. J'ai retrouvé la dernière fois le script, le livret de L'Affaire de la rue de l'Oursine, où sur chaque réplique, j'avais annoté des trucs. Alors évidemment, on n'a rien fait de ce que j'avais noté. Mais donc en fait, j'ai pas du tout de méthode. D'accord. C'est pas du tout. C'est vraiment en fonction de la pièce, de l'univers. Soit c'est une pièce qui va me parler, et là je vais avoir plein d'idées, et puis au fur et à mesure, plus on avance, plus j'affine, et plus on se rend compte aussi des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Soit c'est un registre qui me parle pas du tout, et là je me lance pas dans la mise en scène. Par exemple, Oscar voulait qu'on monte Caligula de Camus, une pièce que j'adore, mais déjà qui est très lourde, qui est pour je sais plus combien de comédiens, on l'avait réduit à 9 comédiens. Mais je lui ai dit, ça, tu vois, je m'en sens pas capable, quoi. Le registre est trop dramatique, trop lourd. Je suis pas sûre d'avoir la sensibilité pour le moment. Peut-être que je l'aurai plus tard, mais pour monter ce genre de pièce, et quand je la lis, les idées ne me viennent pas naturellement. Tu vois, je sens qu'il faut que je trouve des idées, des concepts. Voilà. Ouais. Tandis qu'avec L'Affaire de la rue de l'Oursine, tout de suite en le lisant, je me disais, bah tiens, le comédien il peut vraiment je sais pas moi, partir un peu en vrille, et ça sera pas trop, et là il peut faire ça. Enfin, les idées me venaient assez naturellement. Et je pense aussi que le fait de venir de l'opéra et de l'opérette, ça t'a aidé? Ça m'a aidé, parce que on est sur le même, c'est du vaudeville, c'est des bulles de champagne, quoi. C'est vraiment, on est dans un registre léger, etc. Donc je pense que j'ai naturellement plus cette sensibilité-là, donc c'est plus des répertoires, on va dire, qui me parlent. Et donc dans cette pièce, L'Affaire de la rue de l'Oursine, tu signes la mise en scène, tu joues et tu chantes. Oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer les trois sur un même projet? Eh ben, je n'y arrive pas, et je suis une despote. Non, bah écoute, je pense que j'ai beaucoup appris aussi avec cette pièce, dans le sens où toute la partie gestion, justement, la partie relationnelle, la partie humaine, qui est en fait quand même 80% du métier de metteur en scène, et en tout cas, ou chef d'équipe, porteur de projet, etc. Je pense que j'ai
j'espère. Enfin, il faudra demander aux comédiens qui jouent dans la pièce. Mais c'est vrai qu'au début, je crois que j'étais plutôt assez, comment dire, plutôt assez stricte et assez tenue dans mes directives et dans la façon de diriger, etc., où je laissais peut-être pas suffisamment d'espace aux comédiens. Et donc, plus ça allait dans les répétitions, plus je me suis un peu détendue aussi, en essayant d'écouter un peu plus les propositions, qui parfois étaient très bonnes, et les mêmes pas forcément justes non plus. Donc au début, c'était un peu compliqué. J'avais pas forcément d'ailleurs de troisième œil pour mon rôle. J'avais pas d'assistant mise en scène non plus, donc c'était les garçons, puisque en fait il y a qu'un rôle féminin dans la pièce, c'était les garçons qui faisaient un peu le troisième œil aussi. Mais je crois que j'étais pas très facile, pour être très honnête, parce que je crois que je voulais pas trop lâcher le bébé non plus. Voilà, en fait, après j'ai un rôle quand même qui est plus mineur, hein, donc ce qui me permet aussi d'être, on va dire, 80% du temps en œil extérieur et regarder à quoi ressemble juste la pièce. Et puis après j'ai pris un assistant metteur en scène, mais sur la fin. D'accord. Voilà, qui s'appelle Tom Bouchardon, qui a été super, qui est venu quand on a fait notre exploitation au Lucernaire, nous faire beaucoup de retours, etc. Il était top. Voilà, quand on jouait, quand on était en jeu. Mais c'est vrai que dans toute la phase de création, bon, bah, on est allé comme ça un peu, et en se faisant les retours les uns les autres. Et puis le chant, après, à l'intérieur de ça, bah, ça c'est... Il n'y avait pas plus de difficultés que ça. En fait, on l'a tellement répété aussi, la pièce. Bien, mais un nombre d'heures, mais incalculable. Mais vraiment, parce qu'en plus de ça, nous, on a eu cette espèce de... Enfin, on a eu ce break de quasiment un an, puisqu'on a eu le Covid au milieu. Et donc, on était prêts à jouer. Il y a eu le Covid, donc arrêt. Et on s'est jamais arrêté, nous, de répéter, par contre. Donc, je sais pas, franchement, je pense qu'on a un millier d'heures, quoi. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça se fait. Après, sur des rôles plus conséquents, c'est plus complexe. C'est plus compliqué. Là, la prochaine création, pour le coup, je prends un assistant à la mise en scène, parce que je pense que je vais vraiment avoir besoin d'un œil extérieur. Même si c'est peut-être pas... Il y a peut-être des metteurs en scène qui jouent dans leur création, enfin il y en a beaucoup d'ailleurs, qui ont pas d'assistant metteur en scène, mais je pense que c'est bien quand même. Enfin, je veux dire, j'ai pas... En ayant monté l'Oursine, et en n'ayant pas eu d'assistant metteur en scène, en fait je me dis que c'était un peu une bêtise, que j'aurais dû le faire. Donc là je vais le faire pour la prochaine création. Comme ça, je pourrais un peu plus me lâcher aussi et un peu déconnecter la partie l'œil du metteur en scène sur scène qui analyse tout et qui joue en même temps. Enfin, un côté un peu schizophrène. Donc, c'est pas... Enfin, voilà. Il faut gérer ça. Et justement, c'est quoi cette prochaine création? Tu peux nous en parler? Alors, la prochaine création, on va rester dans un classique. On va monter le Barbie de Séville de Beaumarchais. Ok. Voilà. Donc avec la compagnie Les Maudits, pareil, ça c'est une pièce qu'on a choisie ensemble avec Oscar Voisin, donc mon comparse. Voilà, c'est pareil, en fait on voulait rester dans un registre plus ou moins comique, un classique. Et puis donc on a lu pareil plein de choses, du Molière, toutes sortes de pièces, et le Barbier de Séville, c'est une pièce sur laquelle on a bien, comment dire, percuté tous les deux. Moi je l'ai chanté aussi, j'ai chanté l'opéra, donc le rôle de Rosine c'est un rôle que j'affectionne tout particulièrement et que je chante depuis un moment aussi, donc ça me faisait marrer de le monter juste dans la version théâtre pur. Donc c'est la prochaine création. Super, on viendra voir ça. Bah, je l'espère. J'espère que ça verra le jour rapidement. Et je crois que tu as aussi 2 misanthropes à l'affiche. Eh oui. C'est original, raconte-nous. Oui, c'est très original. Oui, j'ai pas fait exprès, mais alors il y en a un qui est le misanthrope de Thomas Le Borec, dans lequel moi je joue le rôle de la cousine de Célimène, donc Eliante. Donc ce misanthrope-là qu'on a déjà joué au Théâtre des Lucioles l'an dernier pour la création. Au Festival d'Avignon. Voilà, tout à fait, à Avignon. Donc qui a très 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 bien fonctionné, vraiment. Donc on a eu quelques dates de tournée par la suite. Donc là on fait un deuxième Avignon pour essayer d'en avoir encore plus, parce qu'on a envie de jouer ce magnifique misanthrope. Et d'ailleurs, on va avoir quand même quelques dates. On a déjà des dates de tournée, on jouera au Théâtre Princesse Grasse en septembre, etc. à Monaco, mais
Et puis on va jouer à la cartoucherie en janvier sur 3 semaines. Super. Voilà. Et donc ce misanthrope-là de Thomas est un misanthrope vraiment moderne. Oui. Donc on est en 2023, dans l'univers des réseaux sociaux. Célimène et les deux marquis, c'est vraiment voilà, les influenceurs, la cour. Et donc ça fonctionne très très bien. Ça c'est une adaptation, c'est pas parce que je joue dedans. Vraiment, je suis vraiment honnête, mais voilà, c'est une adaptation qui a du sens parce que le propos de l'œuvre a traversé les âges et a pas pris une ride et se révèle même encore plus flagrant avec cet univers du monde numérique, des réseaux, de l'image, de l'hypocrisie, etc. C'est même, je trouve que c'est un écrin. Enfin, Thomas Aldorec a eu une idée assez brillante parce que ça met encore plus en lumière. Je trouve que ça sert vraiment la pièce, quoi. Ouais. Donc c'est une très belle adaptation. Et donc ça, on le joue à Avignon de nouveau aux alentours de 15h15, je crois. Ok, bon, on viendra voir voilà. Voilà, au Luciole. Et le deuxième misanthrope qui m'a été proposé par Victor Auburn, donc un jeune metteur en scène et comédien, qui est venu me chercher pour me proposer cette fois-ci le rôle de Célimène. Donc j'étais très contente parce que en tant que comédienne, on a tous envie de jouer ce rôle-là. C'est sûr. Même s'il est très effrayant parce que il est complètement insaisissable. C'est quand même un personnage. On ne sait pas, mais je crois que. Enfin, j'ai eu cette discussion avec Arnaud Denis qui me disait, mais Célimène, en fait, elle est impalpable et en fait, c'est bien justement de ne pas la ranger ni dans la séductrice, ni dans la véritable amoureuse. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce jeu-là, dans ce personnage-là, c'est que elle est tout ça à la fois et elle est tout aussi sincère dans les deux, dans toutes ses facettes. En fait, elle en a plein et c'est bien de pas savoir. Mais du coup, pour l'interpréter, il faut un peu se creuser la cervelle, mais c'est un personnage absolument magnifique et que j'avoue, pas qui est loin de moi, mais justement que je trouve plutôt proche. Enfin, je me trouve des résonances avec ce personnage, non pas que je sois une séductrice en herbe, mais j'aime bien la personnalité de cette femme en fait. Et donc ce misanthrope-là sera joué pour la création du mois Molière le 22 juin à 20h30. Top. Et récemment, tu as intégré la distribution de l'importance d'être constant d'Arnaud Denis, qui est quand même une très grosse production puisque vous avez joué notamment au Théâtre Hébertot. Comment ça s'est fait ? Alors, Arnaud, en fait, moi je l'ai eu en prof, donc au foyer. Donc, puisqu'il est un des intervenants et un fondateur de l'école. En fait, avec Arnaud, il y a tout de suite eu un très bon rapport entre Arnaud et moi. Je suis pas non plus passée sur tant de scènes que ça avec lui, mais je l'ai quand même eu quelques fois. Et en fait, il est venu me voir dans l'affaire de la rue de Lourcine il y a 2 ans, puisqu'on l'avait invité, évidemment, on voulait avoir son avis et ses retours qui étaient très précieux pour nous. Et donc, à la suite en fait de la représentation, j'avais déjà donné la réplique en fait à Delphine Depardieu, puisque en fait Delphine a repris le rôle, de Gwendoline, pardon, puisque je joue le rôle de Cécilie, puisque à la base c'était une production lyonnaise, donc quand ils sont montés à Hébertot, il y a eu un changement de cast, et donc Delphine Depardieu a repris le rôle de Gwendoline, et il fallait que quelqu'un lui donne la réplique pour lui faire les répétitions, etc. Et du coup Arnaud m'avait demandé, donc déjà on a eu un premier contact comme ça, donc il m'avait plus ou moins vu dans le rôle de Cécilie pour donner la réplique à Delphine. Et ensuite, Arnaud, à la suite de l'affaire de la rue de Lourcine, m'a proposé de reprendre le rôle pour les dates de tournée, puisque Marie Coutances, qui tenait le rôle à Hébertot et qui était une magnifique Cécilie, a été engagée, elle, pour faire d'autres dates de tournée sur un spectacle en Italie. Donc, elle ne pouvait pas faire ces dates-là. Et Arnaud a pensé à moi pour le rôle de Cécilie. Et donc, j'étais plus que ravie évidemment, de travailler avec Arnaud dans cette production
et aux côtés de si bons comédiens. J'ai énormément appris. Evelyn Buell, par exemple, qui tient le rôle de Lady Bracknell, c'était une leçon de théâtre, une masterclass tous les soirs. Donc, c'est génial. C'est une très 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 grande fin. Ouais. Les gens le savent, mais c'est vrai que pour l'avoir vue tous les soirs, c'est jamais et toujours la même chose. Donc c'est une très grande. C'est toujours dans le cadre, c'est jamais pareil, et c'est toujours dans le mille. Donc c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Et tous, hein, Geoffrey Bourdonnier, Delphine, tout ça. Donc ça a été super, ça a été 20 dates de tournée absolument géniales. Et Arnaud m'a fait vraiment confiance, et je l'en remercie encore. Et voilà, ça s'est bien passé. Et je croise les doigts pour qu'il y ait une reprise, on verra. Ça marche. Ouais. Et est-ce que, alors pas forcément sur ce spectacle-là, est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant? Ah, oui, mais alors, oui, ça serait un... Oui, je crois que ça remonterait quand j'étais petite à l'Opéra de Paris, j'avais fait les 3 enfants dans l'opéra La Flûte enchantée de Mozart. Il y a 3 rôles de solistes, les 3 enfants. Ça, c'était une production qui m'a énormément marquée parce qu'on avait beaucoup d'interventions seules, que j'étais avec 2 de mes meilleurs amis sur cette production, qu'on était dans une mise en scène complètement moderne, hallucinante à l'opéra avec plein d'effets spéciaux, et on sortait de la... C'est une vision en fait, c'est juste... on sortait d'une voiture décapotable qui venait de se scratcher. C'était le rôle de Pamela qui venait se tuer dans un carambolage. Bon, c'est pas drôle, mais sympa, ouais. Voilà. Et en fait, on sortait d'une trappe comme ça, et tout en chantant, etc. Et c'était mon moment préféré. Et on arrivait dans la salle comme ça, dans l'opéra, et ça, c'est un truc, à chaque fois, j'y repense. C'est pas un moment précis, mais c'est plus une sensation d'être là où il fallait que je sois. C'est beau, c'est romantique, c'est poétique. Ouais. C'est une sensation plus qu'un événement, mais après... Oui, c'est un peu bateau, mais de toute façon, tous les saluts avec les copains, je crois que c'est mes moments préférés, en fait. Vraiment. Et c'est quoi une semaine type de Justine? Ah là là. Eh ben alors là... Je serais bien embêtée de te répondre parce qu'il n'y en a aucune qui se ressemble. C'est fait exprès. Ah là là, mais alors moi j'ai pas un jour qui ressemble à l'autre. Écoute, en fait c'est un bon plateau repas devant la télé. Non, je franchement, une semaine type, j'en ai pas quoi. Mais tant mieux, c'est peut-être ce que t'aimes dans ce métier aussi. Ah bah oui, c'est clair. De toute façon, quand je reste chez moi plus d'un jour, je commence à déprimer, et donc je remets tout en question, et la vie est une catastrophe, donc il vaut mieux que ça soit pas pareil. Non, j'en ai pas. J'essaie le matin d'avoir une petite routine quand même, de faire mon yoga. Le fameux yoga, donc ça c'est un truc que j'essaie de m'imposer, mais bon, on peut dire que je m'y tiens vraiment, mais voilà. Et après, j'enchaîne soit des répétitions, selon les projets qui arrivent, des répétitions. Je donne quelques cours de chant privé aussi. Okay. J'avais arrêté l'an dernier, là j'ai repris. Donc j'ai parfois quelques élèves qui viennent à la maison, je leur donne des cours. Et puis en fait, j'ai des répétitions tout le temps. Ou alors je travaille à la table, les mises en scène, les futures mises en scène. Voilà, il n'y a pas... J'ai pas une journée type, quoi. J'ai pas une semaine type, mais ouais, je crois que c'est bien comme ça me va bien. Est-ce que tu vas aussi au théâtre? Je vais aussi au théâtre. Pas autant que je voudrais, mais oui, j'y vais. Alors, je vais beaucoup plus dans le théâtre privé que le théâtre public. Oui, j'y vais. Là, dernièrement, je suis moins allée, mais tu voudrais que je te dise une pièce que j'ai bien aimée, c'est ça? Justement, une petite reco. Alors, oui, je vais t'en dire une. Ce sont des amis à moi, mais c'est pas parce que c'est des amis, c'est parce que d'ailleurs, ce sont devenus des amis après avoir vu la pièce, donc voilà. C'est Eurydice. Ouais. Et aussi parce que Anouilh, je l'aime. C'est Eurydice qui joue en ce moment au théâtre de Poche, qui a été mis en scène par Emmanuel Goury, avec une troupe de comédiens, donc ils sortent tous plus ou moins en fait de chez des cours Cochet. D'accord.
Et puis ils ont fait le foyer aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc ils ont monté ça, eux, je crois que la pièce a mis 5 ans à peu près à éclore, entre l'adaptation et puis la production, etc. Donc ils reviennent de loin. Et c'est tout à leur honneur d'avoir persévéré parce qu'ils ont vraiment un petit bijou de cette pièce. Moi, je l'ai vue 3 fois, hein, donc, ou même 4 fois, je crois. Donc c'est Orphée et Eurydice, donc le mythe d'Orphée et Eurydice revisité par Anouilh. Et c'est, je le conseille parce que c'est très délicat ce qu'ils ont fait. La mise en scène est assez épurée, c'est simple, mais tout se passe justement dans le jeu des comédiens. Ils sont tous d'une sincérité. C'est des jeunes comédiens qui ont envie, qui sont justes, qui sont touchants. C'est bien fait, la musique est belle, et le mythe d'Orphée est sublime. Donc si on connaît pas cette pièce et cet auteur, faut y aller. C'est magnifiquement écrit. Ça vraiment... donne envie en tout cas. Ouais, vraiment. Voilà, c'est ma recommandation. Merci pour cette reco. Et du coup, je te remercie beaucoup. Et merci. On peut te retrouver notamment à Avignon dans l'affaire de la rue de l'Oursine. Ah oui, il faut venir. Oui, c'est un super spectacle. On rigole beaucoup. Je confirme. Et on boit beaucoup aussi. Et aussi dans le Misanthrope. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore vu, donc je viendrai à Avignon cet été. Je t'inviterai avec plaisir. Et on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.